présenter donc un résumé donc du positionnement de la Société européenne de gériatrie sur la prévention des fractures. Vous pouvez retrouver donc ces données-là dans un papier donc qui a été publié récemment dans différents journaux gériatriques. Le premier message, c'est que la plupart des fractures vertébrales et non vertébrales apparaissent chez les sujets âgés et donc finalement toutes les personnes qui sont en lien avec des personnes âgées devraient être davantage impliquées dans la prévention des chutes et de l'ostéoporose en général. Donc l'objectif de ce papier, c'était de résumer assez simplement les connaissances pour essayer de rendre possible le dépistage des chutes et de l'ostéoporose chez les gens âgés. Le message, c'était donc qu'il fallait faire un dépistage annuel et systématique du risque de chute chez les personnes âgées. Alors comment ? En utilisant un certain nombre de tests qui sont relativement simples. D'une part, interroger les personnes sur leur antécédent de chute dans les 6 derniers mois. En particulier, leur demander si elles avaient peur de tomber, savoir si elles avaient une marche qui était précautionneuse, si elles avaient une force musculaire au niveau des membres inférieurs faible, en particulier être capable ou non de faire 5 relevés d'une chaise en 12 secondes, tenir 5 secondes sur une jambe, et on pouvait utiliser d'autres tests, utiliser en particulier dans l'algorithme américain Steady, utiliser le Time Up and Go, et en particulier essayer de savoir si les sujets faisaient ce Time Up and Go test en moins de 14 secondes. Finalement, en moins de 5 minutes, on est capable de dépister des sujets qui sont à haut risque de chute, en particulier quand ils ont un antécédent de chute dans les 6 derniers mois ou quand ils ont au moins un autre facteur de risque parmi les troubles de l'équilibre, de la mobilité ou une réduction de force musculaire. L'objectif étant donc de répartir les sujets âgés en 3 groupes, des sujets n'ayant pas de risque significatif de chute, donc pas d'antécédent de chute, aucun problème d'équilibre, de marche ou de force musculaire, et donc faire de l'éducation à la santé, proposer de l'activité physique adaptée, éviter des abus d'alcool, et puis essayer d'avoir une nutrition équilibrée et d'avoir finalement peu de psychotropes. Des gens à risque modéré de chute, ayant ou un antécédent de chute ou ayant au moins un facteur de risque de chute, et donc inclure ces personnes-là dans des programmes d'activité physique multicomposantes, comprenant en particulier des exercices d'équilibre ou permettant d'améliorer l'équilibre, la force musculaire et l'endurance. Et puis, quand les gens avaient un antécédent de chute plus un autre facteur de risque de chute ou 2 facteurs de risque de chute, eh bien, les gens étaient considérés comme à haut risque de chute, et l'idée c'était de les rentrer dans le cadre d'un programme médical, donc de prévention de la chute dans des cliniques de prévention des chutes. Alors, vous pouvez retrouver ce type d'algorithme, en particulier l'algorithme Steady américain, donc qui est finalement relativement proche de ce qui était recommandé par la Société européenne de gériatrie. Ensuite, donc, l'objectif chez tout le monde, c'était donc de faire une supplémentation en vitamine D chez les patients qui étaient déficients, traiter les problèmes visuels, éventuellement rechercher une hypersensibilité du sinus carotidien chez les sujets ayant fait des malaises, réduire le plus possible les médicaments psychotropes, améliorer la sécurité du domicile, et puis faire des soins podologiques si nécessaire. Pour les médicaments, donc, nous sommes actuellement, avec la Société européenne de gériatrie, en train d'écrire des recommandations sur quels médicaments ne pas utiliser chez les sujets à risque de chute, en particulier les psychotropes, mais probablement aussi les analgésiques, et puis un certain nombre de médicaments cardiovasculaires et anticholinergiques qui sont délétères dans cette population. Ensuite, en dehors du dépistage des sujets à risque de chute, l'objectif c'était de dépister des sujets qui sont à haut risque de fracture par le biais d'une fragilité osseuse. Et dans ce cas, dépister des gens qui ont déjà fait des fractures de fragilité
et en particulier mieux dépister les personnes ayant des fractures du rachis qui sont souvent non suffisamment diagnostiquées en France, mais dans la plupart des pays. Et en particulier, ces fractures du rachis doivent être mieux diagnostiquées, en particulier y penser et faire des radiographies quand les personnes ont des douleurs rachidiennes, quand elles perdent de la taille, et c'est vrai qu'on a l'habitude de mesurer le poids des sujets âgés, mais de ne pas mesurer suffisamment leur taille. Et vous voyez, quand vous perdez de la taille de façon incidente, ou quand vous avez une diminution de taille de 4 cm par rapport à votre taille, donc sur la carte d'identité par exemple, vous êtes à haut risque d'avoir une fracture vertébrale au moins, et à ce moment-là, donc il y a une indication de mettre en route des traitements anti-ostéoporotiques. De la même manière, nous voyons beaucoup de dames âgées ayant une kyphose incidente. Eh bien, dans ce cas, il faut faire des radiographies de rachis. Enfin, il faut en faire régulièrement chez des personnes qui prennent des corticoïdes, qui prennent des anti-androgènes ou des anti-oestrogènes ou des inhibiteurs de l'aromatase dans le cadre du cancer du sein, par exemple. Donc, il faut davantage faire de radiographie du rachis pour dépister des fractures vertébrales de manière à mettre un traitement anti-ostéoporotique. Donc, ces traitements sont très efficaces donc, en cas de fracture de fragilité, en particulier du rachis, mais aussi chez les femmes qui ont un T-score inférieur à moins de 5 à l'ostéodensitométrie, donc chez qui faire une ostéodensitométrie, eh bien, quand il y a déjà un antécédent de fracture, mais on n'est pas sûr qu'il s'agit d'une fracture de fragilité, ou alors chez les femmes dans un certain nombre de situations, telles que le fait d'avoir un IMC inférieur à 19, le fait d'avoir des fractures de hanche, une fracture de hanche chez la mère, par exemple, prenant des corticoïdes, ayant un hypogonadisme, une hyperthyroïdie, une hyperparathyroïdie, consommant de l'alcool, ou ayant une inflammation chronique. Donc ce sont des situations à haut risque d'ostéoporose chez lesquelles, dans ces situations-là, il faut faire une ostéodensitométrie, de la même manière qu'il faut faire une ostéodensitométrie en cas de risque de chute. Et dans ce cas, on peut aussi mesurer le risque de fracture en utilisant un certain nombre de scores, et en particulier le score FRAX, donc qui permet donc le score FRAX qui permet de mesurer le risque, d'évaluer le risque à 10 ans de fracture ostéoporotique majeure en rentrant un certain nombre de facteurs de risque, les antécédents de fracture évidemment, le poids, la taille, la prise de cortisone par exemple. Et donc on voit là finalement l'importance de ne pas seulement regarder la densité osseuse, mais le risque de fracture tenant compte des autres facteurs de risque de chute, en particulier de fracture. Donc le dernier message, c'est que finalement si on arrive à dépister mieux les sujets à risque de chute et les inclure dans des programmes de prévention. Et deuxièmement, si on arrive à mieux dépister les femmes qui ont besoin de traitements anti-ostéoporotiques ayant déjà un antécédent de fracture de fragilité, en particulier de hanche, et ayant un T-score bas, eh bien à ce moment-là, on pourra proposer non seulement des traitements anti-ostéoporotiques ciblés, mais aussi des protocoles de prévention des chutes chez ces personnes. Donc finalement, si on veut résumer, il va falloir évaluer le risque de chute en utilisant des tests relativement simples. On l'a vu tout à l'heure, donc l'antécédent de chute, le fait d'avoir peur de tomber, le fait d'avoir des problèmes de mobilité, d'équilibre ou de force. À ce moment-là, on va engager les personnes dans différents types de programmes dépendant de leur risque de chute, et puis on va leur faire une ostéodensitométrie, et on les traitera si elles ont un T-score qui sont très bas. Et puis, chez les femmes qui perdent de la taille, qui ont des douleurs dans le dos, qui prennent de la cortisone, des anti-androgènes, des anti-oestrogènes, il faudra penser à leur faire une radiographie, et puis on mettra là aussi un traitement anti-ostéoporotique si elles ont des fractures, et puis chez celles donc qui sont à haut risque d'ostéoporose, prenant de la cortisone, mais qui n'ont pas encore fait de fracture, là aussi il faudra faire une ostéodensitométrie, et on les mettra sous traitement anti-ostéoporotique. L'idée étant donc de donner les traitements anti-ostéoporotiques chez les femmes à haut risque de fracture par fragilité osseuse, et de mettre en place une prévention des chutes. Alors la question, c'est de savoir si tout ça c'est faisable
en pratique de ville ou pratique quotidienne. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait à Montpellier dans ce contexte. D'une part, on informe sur les médecins généralistes et les étudiants en médecine sur ces algorithmes de décision, et en particulier on a développé des outils de bon usage des médicaments chez les sujets âgés, donc dès le stade des études médicales. Donc vous voyez, en cas d'insuffisance cardiaque, il y a un certain nombre de médicaments qu'on n'utilisera pas chez les sujets chuteurs, par exemple. Donc on a entraîné 350 médecins jusqu'à présent et 300 étudiants en médecine de manière à leur faire réfléchir sur quels médicaments utiliser chez les sujets à haut risque de chute. Ensuite, on informe les personnes âgées elles-mêmes qu'elles peuvent s'autodépister, non seulement à risque de chute, mais aussi à risque de fracture. Et en particulier, donc, on a fait des conférences grand public chez les sujets âgés sur finalement les secrets d'un vieillissement actif et en santé, de manière à leur expliquer comment on fait pour prévenir les chutes, comment on fait pour se dépister à risque d'ostéoporose et comment finalement réduire les médicaments qui sont au risque de chute. Alors vous voyez, c'est des conférences grand public qui ont souvent beaucoup de succès, qui permettent de faire passer donc des messages de santé publique, des émissions de radio aussi, de manière à informer le grand public sur ces facteurs. Alors tout ça, ça permet finalement, après avoir informé les personnes, de les répartir en 3 groupes en fonction du risque de chute, vous voyez, faible, modéré ou pas, ou élevé. Celles qui sont à haut risque, eh bien, on va les orienter vers une clinique de prévention des chutes. Celles qui sont à risque modéré, on va les orienter vers des groupes d'activité physique adaptés, tels que ceux-là qui ont été mis en place dans la région. On leur remet aussi des guides qui permettent donc de les informer sur comment on fait de l'activité physique quand on est âgé. Comment on fait de l'échauffement, comment on fait pour faire du relevé du sol par exemple. On informe les différents professionnels, donc on a créé aussi un réseau autour de Montpellier de professionnels, que ce soit des kinés, des ergothérapeutes, des podologues, des infirmières, et on fait des journées de formation, d'information des professionnels sur comment dépister les personnes âgées à risque de chute. Et finalement, comment les inclure dans des programmes ou d'activités physiques adaptées ou comment les orienter vers des consultations spécialisées en fonction du risque. Donc vous voyez, on a une carte avec les différents personnes qui participent donc à ce réseau de professionnels impliqués dans la prévention des chutes. Et puis donc, je vous l'ai dit, on a créé une clinique de prévention des chutes au centre hospitalier de Montpellier. Donc, vous voyez, c'est une activité qui a commencé en 2012. On voit actuellement à peu près 250 nouveaux patients tous les ans. Et c'est une activité qui augmente. Donc, ce sont des patients qui sont adressés par leur médecin traitant. Je veux juste vous montrer une étude donc sur les 134 derniers patients pour lesquels on a un recul de 6 mois. Donc vous voyez, ce sont essentiellement 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Ce sont des gens qui viennent de la maison, mais aussi de nursing homes. Et puis souvent, il y a déjà de la kinésithérapie. Vous voyez, ce sont des gens qui sont à haut risque de chute et qui ont déjà fait une chute. Donc qui répondent aux critères tout à l'heure de haut risque de chute incidente. Et vous voyez les résultats une fois qu'ils sont passés, après une évaluation gériatrique, podologique, kinésithérapique, ergothérapique, finalement avec une visite au domicile, donc pour réduire l'incidence des chutes. Tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure a été mis en place, de l'activité physique, etc. Et on voit de M-1 à M+1 la réduction du nombre de chutes. Vous voyez à M-3 versus plus 3, 6 mois avant l'évaluation versus 6 mois après, la diminution qui est significative du nombre de chutes. Et puis on voit aussi le taux de chuteurs. Donc, vous voyez, il y a à 6 mois, évidemment 100% de chuteurs, parce qu'ils sont tous chutés avant de venir nous voir, et il n'y en a plus que 32% donc, qui tombent 6 mois après être venus nous voir. Vous voyez, on a un certain nombre de sujets malheureusement qui continuent à augmenter le nombre de chutes par rapport à avant l'évaluation. Un certain nombre faible, c'est stable. Un nombre plus important où ça diminue le nombre de chutes. Et puis, on n'a pas de nouvelles chutes finalement sur la grande majorité des patients qui viennent nous voir. Chose très intéressante, on a une réduction du nombre
de lésions sévères après versus avant l'évaluation. Vous voyez, 31% des sujets qu'on a vus ont fait une lésion majeure dans les suites d'une chute, un hématome avec une hospitalisation, une fracture, versus 6% dans les 6 mois d'avant. Pareil pour les lésions qui sont mineures, qui diminuent significativement après qu'on ait vu les patients. Chose intéressante aussi, même après une chute, pour ceux qui continuent à tomber durant l'évaluation, eh bien, on a une tendance à avoir moins de lésions sévères, donc ils continuent à tomber, mais ils se font moins mal qu'avant l'évaluation. L'autonomie est maintenue, donc les gens ne tombent plus, pas parce qu'ils sont en fauteuil roulant ou qu'ils prennent plus de risques, ils ont maintenu leur habilité à marcher à l'intérieur ou à l'extérieur pour la plupart, et on observe une diminution donc de la peur de tomber avec des gens qui sont moins finalement inquiets par le risque de chute à 6 mois que quand on les voit, avec globalement un taux de satisfaction élevé, donc ou très satisfait ou satisfait. Donc on a l'impression que ces évaluations répondent à un besoin donc des personnes qui viennent nous voir. Vous voyez plusieurs diagnostics, donc ça plaide ça pour une évaluation qui est multidisciplinaire, certes médicale, avec des diagnostics, on améliore les douleurs dans les articulations, on traite l'hypotension orthostatique, des troubles vestibulaires, on modifie les médicaments, on va trouver des maladies de Parkinson qu'on va traiter, on va trouver des neuropathies périphériques, on va trouver de l'insuffisance cardiaque, etc., etc. Mais on va aussi trouver des pathologies, podologies, etc. Donc ça plaide pour une prise en charge multidisciplinaire faite avec le podologue, avec l'ergothérapeute, avec le kinésithérapeute, avec le médecin de rééducation, de manière à essayer de trouver le plus de diagnostics curables possible. Et chose intéressante, vous voyez, on est dans un congrès finalement d'approche non médicamenteuse. La chute, c'est bien parce que c'est l'une des situations où on va arrêter les médicaments, parce que la plupart du temps, ils vont plutôt être toxiques et à l'origine des chutes. Et vous voyez que globalement, non seulement on arrête très souvent les médicaments, les psychotropes, les antihypertenseurs, un certain nombre de médicaments qui donnent des effets indésirables. Et finalement, chose intéressante, nos conseils sont suivis, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que souvent on va diminuer les médicaments anxiolytiques, mais souvent, si on n'accompagne pas ça derrière avec de l'activité physique adaptée, etc., eh bien les gens vont reprendre des psychotropes, et on voit que globalement, on va être capable d'arrêter les psychotropes, de réduire les antihypertenseurs, de supprimer les statines qui n'ont peut-être pas d'intérêt dans cette situation, et puis on va introduire, eh bien, comme les recommandations de l'OUGMS le proposent, donc de la vitamine D chez un certain nombre de sujets et des traitements anti-ostéoporotiques. Donc en conclusion, finalement, ces recommandations européennes, mais canadiennes ou américaines, suggèrent une stratégie mixte de prévention des fractures en prévenant les chutes et l'ostéoporose, en dépistant les sujets à risque de chute et à risque d'ostéoporose, que globalement c'est relativement simple de dépister des sujets à risque de chute, il faut moins de 5 minutes, et de la même manière, l'algorithme de dépistage des gens à risque d'ostéoporose basé sur l'antécédent de fracture, s'il n'y a pas d'antécédent, de rechercher les fractures vertébrales en faisant davantage de radio chez les sujets à risque, et puis chez ceux qui n'ont pas fait de fracture, mais qui ont des facteurs de risque d'ostéoporose, faire une ostéodensitométrie et traiter en fonction d'un risque de fracture, c'est relativement simple, c'est un algorithme qui devrait être connu de tous les sujets qui traitent des patients âgés ou qui sont en contact, d'où l'intérêt de faire des programmes qui ne s'intéressent pas seulement aux médecins, mais à tous les professionnels qui sont en contact avec des gens âgés, et de créer des groupes d'activité physique de proximité, et en particulier donc nous ici avec l'UFR STAPS et puis donc Pierrick Bernard qui s'occupe de ce protocole, en particulier chez les gens qui ont été dépistés à risque modéré. Et puis pour ceux qui sont à haut risque, eh bien on voit que le fait de faire de l'activité physique doit, si possible, être précédé d'une évaluation dans des cliniques de prévention des chutes, de manière à avoir une évaluation peut-être beaucoup plus médicalisée. Donc je vous remercie pour votre attention, et puis je reste à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles. Vous avez mes coordonnées si vous voulez un peu plus d'informations sur le programme. Merci. Merci beaucoup.